Et on va pouvoir lancer ce grand débat qui a pour thème les entreprises, les missions et les contributions. Autrement dit, les entreprises aussi à mission et les entreprises contributives. Donc, je suis Émilie Thierry, j'ai cofondé un média qui s'appelle TheGood.fr, qui est un média de la transformation écologique, sociale et solidaire des entreprises et des marques. Je suis heureuse d'être là aujourd'hui avec vous et avec notre grand panel de speakers. On vient de le voir avec les pitchs enthousiasmants des startups qui nous ont précédés. Les entreprises agissent concrètement en faveur de l'environnement et des défis sociaux auxquels nous faisons face. Si certaines l'ont fait timidement depuis quelques années, nombreuses sont celles qui embrassent aujourd'hui le sujet. Vos entreprises en font très certainement partie et ont pris ce tournant important de la RSE et de la contribution. Du coup, aujourd'hui, on ne va pas du tout revenir sur les sujets de pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de relever les défis environnementaux et sociaux, de parler de cette urgence que nous avons tous vue et auquel nous avons tous été confrontés cet été et qui ont fini par convaincre les plus réticents de l'urgence à agir. Aujourd'hui, on va vraiment se questionner sur le pourquoi, sur le comment et non plus sur le pourquoi. Comment on fait changer les structures et les cultures pour faire résonner les nouvelles missions des organisations. Et donc, pour introduire ce grand débat, j'ai l'honneur d'accueillir Noé de Bonaventure, qui est en charge du territoire héros de Veolia France. On va aller s'installer là, on sera mieux. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà, c'est toujours impressionnant. Noé qui va donc nous aider à introduire la thématique du jour sur entreprise, mission et contribution. On aura 2 tables rondes ensuite. La première sur les modèles économiques face au dérèglement environnemental, pendant lequel on accueillera André Joffre et Florence Guillaume. Et puis on aura un deuxième table ronde plutôt consacrée à l'ancrage territorial et aux écosystèmes et aux partenariats. Donc à partir de 15h15. Merci Noé de votre présence. Donc, vous avez été en charge dans vos précédentes fonctions d'écrire la stratégie du groupe Veolia aux France et d'y intégrer aussi tout un volet RSE. Et aujourd'hui, donc, vous êtes en charge du territoire héros, donc ça va être très intéressant de voir à la fois vos 2 perspectives, siège et terrain. Mais avant, peut-être nous rappeler un peu les enjeux auxquels sont confrontés Veolia aujourd'hui, notamment en matière de défis environnementaux et sociaux. Merci pour la question. Bonjour tout le monde. C'est un peu impressionnant parce qu'il y a la lumière hyper forte dans le visage, donc on n'arrive pas à voir vos visages, mais je vais essayer de vous parler quand même personnellement. Je m'appelle Noé, effectivement. J'ai 29 ans. Il y a 2 ans et demi, il y a 4 ans, je suis rentré chez Veolia pour travailler sur le projet stratégique de Veolia aux France. Comment est-ce qu'on faisait en sorte d'être de plus en plus en écosystème et pas la grande marque Veolia qui fait la loi, et comment est-ce qu'on travaillait de plus en plus vers le grand cycle de l'eau. C'est-à-dire, on n'est plus à considérer le petit cycle, juste la station d'épuration, l'eau du robinet, l'eau des toilettes, mais vraiment le prélèvement dans les nappes phréatiques jusqu'au rejet dans le milieu naturel, en essayant d'avoir une vision globale sur le cycle de l'eau, les inondations, les sécheresses, le pluvial. Et donc ça a été quand même un tournant important, même si c'était dans notre ADN depuis longtemps, cet ADN de l'eau. C'était quelque chose un grand mouvement, avec également une dimension qui était importante, c'était la partie en 2019, donc c'était à ce moment-là, au moment où je suis arrivé, Veolia au niveau du groupe s'est doté d'une raison d'être. J'y reviendrai après, mais donc toute la question du sens dans l'entreprise pour les collaborateurs s'est posée, et j'étais chargé de déployer le plan de transformation pour 15 000 collaborateurs. Comment est-ce qu'on peut donner plus de sens sans le décréter, les engager de manière libre, redire que leur métier a du sens, faire en sorte que les décisions de la direction, les stratégies soient expliquées, partagées et même co-construites, parce que de temps en temps les employés de terrain ont des choses intéressantes à dire, il faut les écouter, même très souvent en fait. Et du coup, après avoir fait ça, depuis 1 an et demi, je suis directeur du territoire héros pour Veolia, donc c'est le département de l'Hérault, plus un petit peu de communes du Gard, Junas, Sommières qui sont vraiment au bord. On s'occupe de l'assainissement à Montpellier, la collecte et le traitement des eaux usées.
et puis de l'eau potable dans l'est de l'Hérault, autour de Terran, donc le syndicat mixte de Garrigue Campagne, et le SAEP de Frontignan, Ballaruc-le-Vieux, Ballaruc-les-Bains. Donc voilà, c'est l'essentiel des implantations territoriales de Veolia, de l'eau, de l'assainissement, et puis une centaine de collaborateurs. Il faut, voilà, on va dire, incarner les grands textes de Paris que j'avais essayé d'aider à écrire, et essayer de voir si c'est dans la réalité quelque chose de possible, quoi. Et alors, est-ce que c'est possible dans la réalité? Disons qu'il y a des choses que j'aurais écrites différemment. Comme quoi? Mais c'est juste que parfois on a une vision en siège de la valeur ajoutée qui est un peu déformée par rapport au rythme propre du terrain, qui a son rythme, que ce soit la manière dont on construit les offres, dont on y répond, qui a un rythme à part, le rythme opérationnel avec ses crises, avec ses enjeux propres, parfois des ruptures de canalisation, des fuites qu'on détecte, qu'on doit réparer en toute urgence, et puis des enjeux RH très importants, où on n'a pas toujours la bonne personne au bon endroit au bon moment, et ce qui fait que personne de local pour décliner la politique sur tel ou tel point. Donc voilà, donc je pense qu'il y a des choses que j'aurais peut-être fait un peu différemment. Après, je trouve ça très intéressant de me rendre compte de comment faire en sorte que cette stratégie en fait soit exécutée. Parce qu'en fait, les entreprises n'ont plus tellement de problèmes de stratégie aujourd'hui. Elles ont déjà souvent des patrons qui ont une vision, et puis elles peuvent se faire aider avec des consultants, etc. Elles ont souvent des problèmes d'exécution, c'est-à-dire une fois qu'on a dit qu'on ferait ça, 3 ans après, pourquoi c'est toujours pas fait? Et là, c'est là qu'il peut y avoir des sujets, et c'est à ce problème-là que je me heurte aujourd'hui, et que je trouve passionnant, au point d'y passer mes journées, voire parfois un peu plus. Voilà. Et alors, quels sont, vous, les grands principes de la stratégie RSE de Veolia que vous déclinez aujourd'hui sur le territoire, dans le quotidien? Qu'est-ce que vous avez changé, transformé dans votre façon de faire au quotidien? Alors, les grands principes de la stratégie RSE de Veolia, au niveau du groupe comme au niveau de toutes les filiales, c'est de se dire qu'on est plus dans le domaine du post-RSE. Le RSE, souvent, comme c'est un bloc bien détouré, c'est facile de le mettre à part. Même si dans certaines entreprises, bien sûr, le bureau du directeur RSE est juste à côté du bureau du patron, et c'est pas vraiment à part, hein. Je critique pas le nom, mais en tout cas dans la manière de faire chez Veolia, il y a cette notion qui est apparue de performance plurielle, c'est-à-dire de se dire qu'on va chercher à, alors le mot partie prenante est un peu technocrate, mais on va chercher à satisfaire tous les interlocuteurs de l'entreprise autour de nous, donc le client, les collaborateurs, les actionnaires, et puis on va réfléchir aussi au-delà de ça aux consommateurs, aux habitants, et bien sûr le plus important, on va dire, ce qui nous rassemble un peu aujourd'hui, c'est le monde de demain. Donc on peut dire la planète, on peut dire les générations futures, parce que c'est elles qui seront concernées, et c'est plus facile de mettre une personne qu'une chose sur la table. Et du coup, on va avoir pour toutes ces entités-là une performance, donc économique, sociale, sociétale. Et ces performances, on va essayer de les piloter en faisant des projets qui trouvent des optimums locaux en fonction de chaque situation. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on est sur le terrain, du coup, on peut essayer de trouver cet équilibre, ce maximum local, on peut dire, et en fait, la décision peut être prise que sur le terrain, parce que c'est là qu'on connaît de fait les consommateurs, les clients, et puis voilà. Ok. Vous me confiez en préparant cette interview la nécessité d'évaluer. Vous parliez pas mal de labels notamment. En quoi est-ce important? Alors c'est important parce que on va dire que dire je suis vertueux, c'est plus simple que faire en sorte que les autres le disent, et donc et parce qu'on est obligé à rien. Donc le plus important, c'est d'aller chercher une parole extérieure qui va être certifiante, et qui va dire oui, eux ils sont effectivement vertueux, ils remplissent un certain nombre de critères. Alors j'ai noté les FTSE for Good, par exemple, est un des critères, un des labels que l'on suit. On a aussi EcoVadis, et on essaye de se faire certifier, d'obtenir ces labels chaque année. Alors ça se passe au niveau du groupe, donc moi au niveau du territoire, on va dire que je suis la politique du groupe, et derrière il y a des personnes qui travaillent pour
l'obtention de ces labels en s'appuyant sur le travail de chaque personne localement, mais c'est quelque chose de très important. Après, les labels ne sont pas suffisants en soi parce qu'il y en a tellement qu'il faudrait un label pour labelliser les labels, et au final, on n'aurait pas de... Enfin voilà, c'est une tâche qui est infinie, quoi. Donc ça aide, mais c'est pas forcément suffisant. Les labels, vous parliez tout à l'heure d'une raison d'être du groupe. Comment au quotidien elle vous est utile pour déployer votre stratégie? On dit souvent que la raison d'être, c'est un cap à tenir. Alors c'est un cap, mais c'est pas forcément un slogan. Parfois, on la résume de manière marketing à un slogan. La raison d'être de Veolia et de tout un tas d'entreprises qui ont fait ce travail, initié par Monsieur Sénard et puis d'autres entreprises qui ont suivi. C'est un travail qui nécessite de se poser en collaboration normalement avec les actionnaires, avec le reste des parties prenantes, avec les collaborateurs, un travail collaboratif, et on fait sortir de ça un texte qui est complet, qui fait plusieurs pages, où chaque mot est pesé et où on se dit, en fait, voilà à quoi on sert. Et on se rend compte que vous pouvez le trouver en ligne, le texte de la raison d'être de Veolia, si ça vous intéresse. Et en fait, on va dire que il n'y a pas une thématique qui, moi, aujourd'hui, m'est importante, qui n'est pas abordée dedans, enfin, en tout cas, a priori. Et c'est un texte qui parle, et qui parle aux collaborateurs, et qui probablement aussi parle au monde autour de Veolia, qui peut bénéficier de notre travail au quotidien. Et est-ce que vous avez des exemples? Parce que la thématique du festival, c'est agir maintenant, et donc de preuves et d'exemples concrets de comment cette raison d'être aujourd'hui s'applique dans vos projets du quotidien. Je vous racontais tout à l'heure que ça se fait localement. Donc au niveau du territoire, moi j'essaye de travailler sur des projets qui font, on va dire de manière simple, des strikes, c'est-à-dire qu'on fait à la fois de la performance commerciale, de la performance environnementale, etc. Et j'ai quelques exemples en tête. Par exemple, au niveau de la station d'épuration de Maïra, on a un projet qu'on continue de faire tourner. C'est la méthanisation des boues de station d'épuration. En fait, l'eau usée, elle contient de nombreux gaz, et en la faisant, et la boue du coup qui est issue de ces eaux est remplie aussi de biogaz. Et donc en le mettant dans un méthaniseur, vous pouvez récupérer tout ça et produire de l'énergie renouvelable, mais en quantité gigantesque. La station d'épuration de Montpellier, c'est, il me semble, de l'ordre de 25 gigawattheures de potentiel énergétique renouvelable. Donc c'est colossal. Ça fait quoi? Ça fait 6000 tonnes de CO2 évitées par an. Ça commence à faire beaucoup. Voilà. Et sur les aspects sociaux, parce qu'on parle aussi, on parle des aspects environnementaux, mais la dimension sociale est importante. Alors aujourd'hui, en ce qui concerne la dimension sociale, on va dire elle est essentiellement portée par ce qu'on peut faire autour de l'insertion, des différents partenariats qu'on peut avoir avec des organismes d'insertion, qui font que lorsque on répond à tel ou tel appel d'offres, tel ou tel marché public, et on va systématiquement inclure des personnes qui sont loin du travail, ou bien des alternants, ou bien des personnes d'entreprises de réinsertion. Après, il se trouve aussi, et ça c'est quelque chose de positif, que c'est une obligation légale depuis quelques années, de systématiquement inclure dans les appels d'offres une dimension écologique, une dimension solidaire, avec souvent des engagements chiffrés à atteindre de toute manière pour pouvoir répondre à l'appel d'offres. Donc on va dire que le point positif, c'est qu'il n'y a pas besoin de trop forcer aussi le système. Pour répondre, il faut cocher toutes ces cases-là. Et moi, entre nous, ça me convient très bien, quoi. Et c'est même parfois de pousser un peu plus, ou de faire des partenariats locaux avec des écoles ou des entreprises de l'ESS. Voilà. Alors, si on devait résumer, quelle définition vous donneriez à l'entreprise contributive? Qu'est-ce qu'une entreprise contributive aujourd'hui? Une entreprise contributive, on va dire que c'est... Alors c'est marrant, on n'avait pas préparé cette question, mais je vais m'en sortir. J'aime bien les questions. Vous savez, on dit souvent, vous laissez cet endroit plus propre que vous ne l'avez laissé que vous ne l'avez trouvé en arrivant. Je pense que c'est ça une entreprise contributive. C'est essayer non seulement d'avoir un impact neutre, au moins neutre. On va se dire que par exemple,
chez Veolia, on a eu un engagement il y a quelques jours, un communiqué de presse de la directrice qui a dit que d'ici 5 ans, nos activités déchets et eau seraient neutres en carbone, avec la mise en place justement de méthanisation, mais aussi de panneaux photovoltaïques. Donc on va dire ça, c'est le minimum. Et puis ensuite, au-delà de ça, comment est-ce qu'on fait en sorte, partout où on est, puisqu'on est des entreprises de l'environnement, de d'accompagner les territoires pour faire leur part. Et en fait, le potentiel est incroyable, c'est que quand on regarde les entreprises de l'environnement, par rapport alors, il ne faut pas que je me trompe, aux 40 gigatonnes de CO2 annuels aujourd'hui de dépenses, qu'il faudrait que ces 40 gigatonnes de CO2 ils deviennent nuls en 2050. Et par rapport à cet objectif-là, une étude qui a été faite en 2019, je crois, a montré que un quart du chemin peut être fait avec des technologies de l'environnement, des entreprises de l'environnement, la réutilisation des eaux usées traitées, la méthanisation, la récupération de la chaleur fatale des eaux usées, le photovoltaïque, etc., etc., dans d'autres domaines, des déchets aussi et de l'énergie. Voilà. Ok, merci beaucoup. C'est vrai que contributive et régénérative, on entend aussi beaucoup ce terme et c'est cette idée-là. Merci beaucoup, Noé de Bonaventure, pour ce témoignage. Je crois que vous avez un train à prendre. Je ne voudrais pas vous empêcher de le prendre. Je vous propose de l'applaudir d'abord, avant d'accueillir les 2 prochains invités. Donc n'hésitez pas, je ne serai pas là pour les questions, mais si vous avez des questions, à m'envoyer un mail ou m'envoyer un message sur LinkedIn. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, ça sera fait. Merci beaucoup. Donc, pour poursuivre ce grand débat et parler de modèles d'affaires et de modèles économiques, j'ai le plaisir du coup d'accueillir Florence Guillaume, qui est directrice Green Mission chez Pierre Fabre, et André Joffre, président de Texol et président de Banque Populaire du Sud. Voilà, on va changer de format. Non, vas-y. Très bien. Et André, parfait. Petit micro ici. On est bien équipé. Merci. Bien installé. Je vais commencer par vous. Florence, bonjour. Vous êtes directrice Green Mission de Pierre Fabre, le département transversal du groupe qui est en charge de la naturalité et de l'éco-socio, une responsabilité qui fédère toutes les initiatives en matière de RSE et de développement durable du groupe. C'est bien ça ? C'est ça. Et donc André Joffre, vous êtes présent aujourd'hui à 2 titres, à la fois en tant que président cofondateur de Texol, qui est donc un bureau d'études, un des principaux bureaux d'études européens sur les questions de l'énergie solaire, et vous êtes aussi également président de la Banque Populaire du Sud. C'est ça. J'ai tout juste, super, mes petites fiches. Bon, je vous propose de présenter d'abord à notre public vos activités respectives. Voilà, enfin, on vous connaît, mais c'est toujours bien de recontextualiser et puis peut-être aussi un peu déjà les enjeux écologiques, environnementaux, sociaux auxquels vos entreprises font face. Qui veut commencer ? Allez, Florence. L'heure aux dames. Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravie de partager ce moment avec vous. Donc, je vais vous dire 2 mots sur Pierre Fabre. Sans doute que vous connaissez déjà la société. On fête nos 60 ans cette année, donc c'est un bel anniversaire. Pierre Fabre, c'est une belle histoire puisque ça a commencé. Monsieur Fabre était passionné de botanique et il a créé son entreprise à partir d'une plante phare, le petit hou, ou le fragon épineux, et il en a fait un médicament vénotonique. Et ça a été le point de départ d'une belle aventure. Donc Pierre Fabre, ça a été le médicament et ensuite la création de la dermocosmétique. Donc on a toujours eu ces 2 jambes, on va dire, qui nous ont permis de bien résister. Je dis nous parce que je suis dans le groupe depuis 26 ans, donc je peux me permettre de bien résister. Quand un domaine allait moins bien, l'autre était là pour récupérer. Et ça a toujours été le médical et la naturalité. Donc ça aussi, c'est notre force, puisqu'en fait, c'est d'aller... d'un produit anticancéreux à un produit de beauté. Donc on est en prévention, traitement, accompagnement. Donc c'est assez large. En termes de collaborateurs, donc il y a 9600 collaborateurs.
56% en France, donc, et grande partie en Occitanie, hein, puisque le berceau de Monsieur Fabre, c'est le Tarn, et on va dire le Grand Sud, Sud-Ouest. Et donc, c'est 2,5 milliards de chiffre d'affaires en 2021, 66% à l'international, présent dans 116 pays. Quoi vous dire d'autre? Médical, naturalité. Oui, on vit de la nature, puisqu'en fait, c'est 62% du chiffre d'affaires qui repose sur des actifs issus de la nature, et c'est 36% pour les actifs végétaux. Donc ça a toujours été quand même quelque chose qui, bon, forcément, ça inspire un profond respect pour la nature et une conscience pour la protéger, ce que M. Fabre a toujours eu. Et ça impacte aussi énormément le modèle d'affaires, on en reparlera on en tout à parle l'heure. après. Pour vous, M. Joffre. Oui, alors écoutez, les banques populaires, ce sont des banques qui ont été créées il y a un peu plus d'un siècle, hein, déjà, sur un modèle qui était un modèle en fait tout à fait empirique, puisque en gros, il y a un mot qu'on emploie beaucoup en ce moment, ces jours-ci, c'est le taux d'usure. Hein. Bon, à l'époque, pour financer les entreprises et les professionnels, il y avait des usuriers qui prêtaient de l'argent, souvent à des tarifs extrêmement élevés. Et quelques professionnels, des commerçants, des artisans, quelques petits industriels ont eu l'idée de mettre en commun leur épargne pour ensuite se la prêter. Voilà. Ça a commencé comme ça, avec quelques personnes autour d'une table, et c'est devenu aujourd'hui une banque importante sur l'est du Languedoc-Roussillon, donc, enfin l'est de l'Occitanie, pardon. Et il existe d'autres banques coopératives en France, mais c'est un modèle qui fait florès, puisque ça représente pratiquement 80% de la banque de détail en France. Donc c'est un modèle tout à fait original. On en reviendra tout à l'heure sur les modèles. Et pour Texol? Et Texol, c'est une entreprise que j'ai créée quand j'étais encore étudiant, d'abord au sein d'une grande entreprise, puis après on a pris notre indépendance. C'est un bureau d'études spécialisé en énergie solaire qui emploie aujourd'hui 60 personnes à peu près, une quarantaine en métropole et une vingtaine outre-mer. Et l'objet, c'est d'accompagner nos clients, en fait, des industriels, des collectivités, etc., pour les amener à faire des énergies renouvelables. Alors aujourd'hui, évidemment, ça peut paraître banal, on parle du solaire dans toutes les émissions de télé, mais il y a 40 ans, je peux vous dire qu'on a été pris un peu pour des hurluberlus. Vous étiez des hurluberlus, ou des pionniers, on dit aussi. Ok. En termes de modèle économique, puisqu'on le voit, hein, la nature ou l'intérêt général font partie presque intégrante des modèles d'entreprise. Comment ça se traduit dans vos modèles économiques? On a effleuré le sujet du coopératif tout à l'heure. Et pour vous, donc, de la fondation actionnaire qui préside aux destinées de Pierre Fabre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu succinctement et concrètement à quoi correspond ce modèle? Oui, alors en fait, M. Fabre a eu en 1999, enfin un peu avant, l'idée de génie de créer une fondation du même nom, Fondation Pierre Fabre, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, donc à but humanitaire, et qui agit pour un meilleur accès aux soins, plus de formation en fait dans les pays du Sud, on va dire. Donc c'est des missions très, très diverses qui sont complètement déconnectées je dirais pas des activités du groupe, mais enfin, c'est les actions qui sont menées, oui, elles sont détachées. Enfin, c'est pas une fondation qui va, par exemple, alimenter notre R&D, quoi. Pour faire simple, c'est pas ça. Et cette fondation, en fait, ce qui est assez super, enfin génial, c'est qu'elle détient 86% du capital du groupe. Donc en fait, chaque année, on va dire, enfin, les 86% des dividendes du groupe vont alimenter les actions à but humanitaire. Donc c'est fantastique pour les collaborateurs de savoir ça, quoi. Ça donne forcément un sens immédiat. Et en plus, il y a 8,5% détenus également par les salariés. Donc c'est l'actionnariat salarié. C'est 86% aussi des salariés qui sont actionnaires. Donc c'est un beau montage. On aime beaucoup. Effectivement. Et donc pour vous Texol et Banque Populaire. Donc, Banque Populaire, c'est plutôt un modèle coopératif. Oui, c'est un modèle coopératif, mais ça vaut la peine d'y passer un peu de temps parce que c'est à la fois une coopérative de consommateurs,
mais c'est aussi une coopérative quelque part où on met en commun son épargne. Donc c'est un peu des deux côtés. En fait, la particularité d'une banque coopérative, c'est que l'essentiel des revenus, des bénéfices, sont remis en réserve. Et ainsi, nous, la banque, donc, qui a plus de 100 ans, et qui a démarré avec très peu de choses au départ, a accumulé, je ne sais plus d'1 milliard de capitaux propres. C'est-à-dire que l'année dernière, par exemple, nous avons mis en réserve 93% des bénéfices réalisés. Une petite part permet de donner un intérêt aux parts sociales. Bon, en gros, un petit peu plus que le livret A. Hein. Voilà, c'est pas. Lorsqu'on parle des dividendes des banques, ça me fait sourire parce qu'on est loin de ce sujet-là. Et puis, bien sûr, il y a l'intérêt aussi des collaborateurs qui sont importants. Dans le modèle coopératif, le soin qu'on apporte à la vie des coopérateurs est important. Et donc, ce modèle-là, il est quand même assez extraordinaire parce qu'il permet de constituer des fonds propres de plus en plus importants. Parce que vous le savez, dans la banque, lorsque vous prêtez 100, il faut que vous ayez 10 de fonds propres. Donc, en fait, nous, on a beaucoup de demandes pour financer l'économie locale. Mais on finance l'économie locale en empruntant à nos clients qui nous déposent de l'argent qu'on peut prêter à d'autres. Mais pour pouvoir prêter, il y a cette règle, c'est qu'il faut avoir 10% de fonds propres. Et donc, si on veut prêter davantage, on pourrait le faire. Mais il faut qu'on ait davantage de fonds propres. Donc, en fait, la seule façon de pouvoir toujours mieux financer le territoire, c'est d'avoir plus de bénéfices et de les accumuler. On doit financer à peu près les encours de financement, je n'ai plus le chiffre exact, mais ça doit être 13 ou 14 milliards d'euros sur le Languedoc-Roussillon. Vous voyez, donc c'est des sommes considérables. Et en plus, c'est l'argent du territoire finalement qui reva au territoire. Il y a une sorte de circularité, on parle beaucoup d'économie circulaire. C'est du circuit court. C'est du circuit court. Tout sa splendeur. Et du coup, ces modèles particuliers, qui sont différents des modèles capitalistes, on peut dire, traditionnels, ça a des impacts, j'imagine, sur la gouvernance. On parlait des collaborateurs, du partage de la valeur avec les collaborateurs, avec les écosystèmes aussi. Oui, bon, écoutez, nous, on est très impliqués, effectivement, dans le territoire. C'est la marque, je dirais, des banques populaires. Il y a 14 banques populaires sur tout le territoire, et chacune est très imbriquée, je dirais, avec le conseil d'administration est constitué de chefs d'entreprise ou de personnes qui émanent du territoire, souvent des gens qui ont déjà eu des responsabilités, qui ont été impliqués dans les chambres de commerce, dans des actions bénévoles, dans des associations des fameux chefs d'entreprise, par exemple. On retrouve beaucoup de ce genre de personnes dans nos conseils. Et en fait, évidemment, le conseil, on veille à ce que toutes les personnes représentent l'ensemble du territoire, l'ensemble des métiers, voilà. Donc on essaye d'avoir la diversité que constituent finalement à la fois nos ressources, nos clients, mais aussi les projets que l'on finance. Et une diversité qui aide aussi à être dans la réalité et voilà, d'anticiper aussi parfois. Ah oui, bien entendu. Là, vous savez, en ce moment, il y a un sujet qui est à l'ordre du jour, c'est l'énergie. Hein. Bon, avec mon entreprise, je suis bien placé pour le savoir. Mais aujourd'hui, c'est évident que la Banque populaire avait très largement anticipé ce qui est en train de se passer. Et nous venons de présenter tout un arsenal d'aides, de dispositifs de prêts, etc., particulièrement adaptés pour que les entreprises finalement, qui se trouvent désemparées devant cette hausse rapide et subite du prix de l'énergie soient en capacité de pouvoir trouver des solutions, en particulier grâce au financement des travaux d'économie d'énergie, de renouvelables que l'on peut engager. Finalement, c'est une meilleure anticipation et de ne pas être forcément dans quelque chose de l'ordre de l'offre et de vouloir absolument faire des produits et vendre ces produits qui ne correspondent pas forcément aux besoins. Là, pour le coup, vous êtes dans l'anticipation pour le territoire. La banque vit au rythme du territoire, en fait, et c'est ça qui est important. Et par exemple, je vous dis, bon, le sujet de l'énergie, c'est un sujet qui, chez nous, est très, très présent. Par exemple, c'est dans le plan stratégique qu'on a déjà mis en œuvre il y a déjà plus de 2 ans. Donc, on voit bien que... Alors, est-ce que c'est un hasard? Peut-être. Est-ce que c'est pas de la divination? Parce que j'y crois pas du tout. Mais c'est tout simplement qu'on sentait que ce phénomène-là lié au climat, enfin, toutes ces questions qui étaient latentes,
bon, voilà, et que cette année, on a vu vraiment apparaître au grand jour avec la canicule, etc. Tous ces sujets-là étaient déjà sur la table depuis un moment, et on a mis en place les outils, aussi bien pour lever de l'épargne, avec on a des prêts, par exemple, des prêts comme Codé Vert, qui sont des prêts spécialement où on sait que lorsqu'on dépose de l'argent sur ce livret, eh bien, on sait que l'argent va être fléché vers des actions d'économie d'énergie, de renouvelables. Bon, eh bien, ce genre de choses, ça fait longtemps qu'on l'a mis en place, et ce n'est pas le fait du hasard, quoi. C'est tout simplement parce que sur le terrain, nos administrateurs nous disaient on a besoin de ça, on a besoin de ce genre de choses. Merci. Intégrer les sujets, les défis environnementaux et sociaux au sein de la gouvernance d'entreprise et de la stratégie d'entreprise, c'est aussi les intégrer dans les produits. Et je voulais qu'on parle peut-être un peu plus du Green Mission Index. Alors, c'est pas Green, oui, c'est Green Impact Index, mais c'est pas grave, c'était un beau mix. Donc déjà, vous dire qu'avec Green Mission, le groupe a toujours été très engagé, mais dès 2019, avec Green Mission, on a défini des engagements qui balayent en fait l'ensemble des enjeux sociétaux. Bon, la biodiversité en fait partie, bien sûr. Il y a une stratégie climat que l'on travaille avec Carbone 4, trajectoire plus 2 degrés, les accords de Paris. Bon, c'est pas la trajectoire en soi, parce qu'on sait qu'elle va être, c'est à l'échelle planétaire que ça se joue, et c'est pas entreprise, marque ou produit, on n'est pas là. Mais c'est important d'avoir une boussole, d'avoir un cap et de définir justement des jalons et de pouvoir progresser. Donc on a également la réduction de notre consommation en eau, la réduction des déchets, également un gros focus, l'engagement collaborateur aussi, mais gros focus sur la socio-éco-conception de nos produits, oui, parce qu'en fait, au travers, on va dire que ce Green Impact Index que l'on a lancé en juin l'année dernière, il cristallise vraiment l'ensemble des enjeux de Green Mission, puisqu'en fait, pour vous le résumer de façon simple, donc c'est 20 critères. C'est une cotation qui réunit 20 critères. Donc, il y a 14 critères qui mesurent l'impact environnemental du produit et 6 critères qui mesurent la contribution sociétale. Donc, on n'est pas parti de nulle part. C'est parce qu'en fait, ça faisait plus de 10 ans qu'on étudiait, on était dans les travaux en fait, français, européens sur l'affichage environnemental. Et qu'on s'est dit, il faut lancer notre propre score pour progresser, pour nous améliorer en continu dans l'entreprise. Et donc, on a pris le meilleur de l'analyse de cycle de vie du produit. On a rejeté ce qui était moins bien et pas fiable, enfin on pourra en parler, mais on a intégré des composantes de la loi AGEC, anti-gaspillage économie circulaire, des composantes de la loi climat et résilience. On a fait donc un mix, on arrive à l'impact environnemental, donc en gros c'est 40% d'impact pour le packaging, 30% pour la formule, 20% pour la fabrication et 10% pour le transport. On obtient une note. Et on a ajouté la dimension sociétale parce qu'elle est importante, quoi. On a essayé de faire un tout cohérent avec nos choix de société. Et donc, on arrive dans la note sociétale, il y a plusieurs composantes, toujours le plus possible axé quand même sur des évaluations, certifications, labellisations officielles reconnues. Donc par exemple Fairtrade, Fair for Life, Bio, Cosmos, Origine France Garantie, Made in France et toutes les contributions environnementales et sociétales liées au produit ou à la marque. Voilà. Et donc on arrive au total à une note qu'on convertit en lettres A, B, C, D. Et donc les produits qui ont A et B sont considérés comme éco-socio-conçus et ceux qui sont en dessous ne le sont pas. Donc ils seront amenés soit à progresser, soit à disparaître du portefeuille. En fait, c'est ça. Donc c'est juste pour vous dire que pour nous, c'est une super boussole parce qu'en fait, ça nous permet de nous améliorer dans le quotidien. Alors déjà, sur l'ensemble du portefeuille qui était commercialisé, donc on a évalué l'ensemble, la totalité à date des produits d'herbocosmétiques Personal Care. Donc c'est 80% en fait ont la note A ou B. Les autres vont être, comme je vous disais, soit amenés à disparaître du catalogue ou à s'améliorer. Et on continue à coter le reste. Donc c'est un bel exercice de transparence pour le consommateur. On veut lui montrer de façon très pédagogique, parce que tout peut être décortiqué, analysé, expliqué, ce qu'il y a derrière le produit, ce qu'il y a en engagement sincère de la part de l'entreprise. Et ce Green Impact Index, donc il est évalué et cautionné par AFNOR Certification. C'est important d'avoir, c'est pas une autre autoproclamation simple. C'est important d'avoir une évaluation externe.
Et on l'a ouvert parce que l'idée, c'est pas de le garder rien que pour nous, c'est de le partager. Et donc, on a déjà des entreprises, un certain nombre d'entreprises qui nous ont rejoints parce qu'ils partagent nos valeurs. Et donc, ça y est, on démarre ensemble avec ces entreprises, des fédérations, des fournisseurs d'ingrédients, des universités, dont Montpellier, justement. On a aussi des bureaux d'études. Enfin, voilà, c'est très ouvert. Et entreprises de toute taille, parce que l'idée, c'est que tout le monde puisse l'utiliser, cet outil, de façon pratique, et que ça soit pas cher, et que ça soit applicable. Donc, le défi, il est quand même important. Et donc, voilà, on va s'acheminer on continue à CAFNOR, on va s'acheminer vers une AFNOR Spec, ça s'appelle comme ça. C'est une étape avant la normalisation, mais ça nous permet d'asseoir quelque chose de tangible, de concret, de partagé, qui sera amené à s'améliorer. L'idée, c'est pas que ça reste figé, hein, c'est un travail, c'est une co-construction. Et tout ça, peut-être à terme, pour que ça soit reconnu comme un affichage environnemental des produits cosmétiques, compléments alimentaires, parfums. Et voilà où on en est à date. Pour nous, c'est important parce que ça cristallise tous les engagements de Green Mission et du groupe au travers du produit. Et c'est vraiment ça, cet outil palpable que l'on échange avec le consommateur, et qui est un vrai outil de transformation de l'entreprise et de la société également, en fait. Voilà. C'est un peu longue, pardon, mais il faut un peu de pédagogie. C'est hyper intéressant. Et moi, je pense au contraire qu'on a besoin de rentrer dans des choses très techniques et très concrètes, notamment quand on est dans une conférence qui s'appelle Agir maintenant. C'est vraiment important de rentrer dans le concret. Je vois que le temps file, il nous reste 5 minutes. Et justement, pour être dans le concret, est-ce que vous avez des questions? J'en vois une devant. Solaire que vous aviez réalisé à l'époque au cave de Banyuls. Et puis, je voudrais savoir où vous en êtes sur Odeio. Alors, les caves de Banyuls, si vous voulez, c'était une expérimentation qui a été mise en place en 1992 et qui a marché pendant une trentaine d'années à peu près. Alors, entre-temps, le principe, si vous voulez, c'est de faire du froid ou du chaud. Hein. Je ne rentre pas dans les détails parce que là, ce serait pour le coup un peu plus compliqué. Mais en gros, on chauffe de l'eau à très haute température, autour de 100 degrés. Et grâce à cette eau très chaude, on a une machine à absorption qui fait du froid. Ça marche un peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, jadis dans les frigos des hôtels, il y avait ça. Hein. Il y avait une résistance électrique qui chauffait de l'eau et puis ça faisait du froid. Bon. C'est un peu le même système, mais sur une machine, bien sûr, industrielle. Ça a bien fonctionné pendant 30 ans. Et puis, quand il a fallu renouveler quelques composants, en fait, on s'est rendu compte que l'évolution des choses, des techniques, a marqué son temps. Et en particulier, le photovoltaïque, la production d'électricité, grâce aux panneaux solaires, dont le prix a diminué d'à peu près, a été divisé par 10 dans le période. Hein. Dans les 10 dernières années, le prix des panneaux photovoltaïques a été divisé par 10. Si bien que le couple panneaux solaires plus machine de production classique de froid est devenu beaucoup plus compétitif que les dispositifs qu'on a évoqués à l'époque. Mais c'est une très belle démonstration de ce qui fonctionne bien. Alors ensuite, pour Odeio, ce sont des centrales thermodynamiques. Odeio, c'est Font-Romeu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus beaux sites en termes de qualité de l'ensoleillement d'Europe. Hein. C'est même meilleur que le sud de l'Espagne parce que le ciel est plus pur, en fait, il y a très très peu de pollution. Et donc, c'est dans cet endroit-là qu'on a érigé le four solaire d'Odeio dans les années 70, qui permet d'atteindre des températures extrêmement élevées, 3000, 3700 degrés, et surtout sans aucune pollution. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de chauffer des corps à très haute température sans avoir à les polluer par la flamme, par exemple. Et donc, il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été faites là-bas. On a, par exemple, tous les bords d'attaque des satellites, de tout ce qui rentre dans l'atmosphère, en fait, est étudié et testé à Odeio. Et aujourd'hui, c'est une technologie qui est intéressante parce qu'elle permet, si vous voulez, de faire du solaire même quand il n'y a pas de soleil. C'est-à-dire qu'on peut stocker de l'énergie.
On peut stocker de la vapeur, par exemple, et puis ensuite continuer à produire de l'électricité le soir, quand la nuit est tombée, qu'il a des besoins électriques et que le soleil n'est plus là. Donc il y a une centrale qui a été construite pas très loin de là, à Yo, d'un petit village, et qui expérimente ce dispositif. Et puis il y a beaucoup d'expérimentations dans le monde entier pour ce genre de technique. Là, l'objectif, c'est de faire des centrales qui tourneront 24 heures sur 24, sans avoir besoin comme c'est le cas par exemple pour le photovoltaïque, d'avoir des batteries pour stocker l'énergie. On sort un peu du sujet, mais... Non, mais c'est intéressant effectivement de rentrer dans des choses un peu plus concrètes, et des technologies et des solutions aussi, parce qu'on n'en manque pas. Est-ce que quelqu'un a une question? Il nous reste 2 minutes pour Florence. Si vous n'en avez pas, j'en ai plein. Bon, alors c'est moi qui vais lui poser une petite question. Quand on parle de modèle économique, c'est important aussi de parler d'indicateurs. On parlait tout à l'heure d'évaluation et de mesure, mais donc d'indicateurs, et on parle de plus en plus d'indicateurs extra-financiers. Et souvent, on se pose la question, quels sont les bons indicateurs extra-financiers à suivre? Pas les suivre tous, mais en suivre quelques-uns bons. Quels sont, vous, ceux qui sont suivis principalement chez Pierre Fabre et qui vous sont utiles? Alors, ces indicateurs extra-financiers, déjà, il faut constituer une matrice de matérialité pour définir ces risques, les risques phares, et à partir de là, on définit les indicateurs, quoi. Donc, chez nous, forcément, il y a Green Mission, il y a ce département transversal au groupe qui embarque ces sujets sociétaux, donc on ne peut pas les ignorer, on est au pied du mur. Donc bien sûr, il y a le changement climatique et tout ce que ça implique. Donc on intègre dans les risques aussi l'énergie, l'eau, enfin tout ce qui est en lien avec le climat. Les achats responsables, bien sûr. Donc même si à date on utilise la plateforme de fournisseurs, enfin l'outil EcoVadis. C'est une bonne première étape, mais on sait que c'est perfectible et qu'on doit affiner sur ces sujets. Bien sûr, la diversité, l'inclusion, l'éthique, la conformité, mais ça, c'est un peu pour toutes les entreprises. Mais nous, le gros focus, il est sur finalement, ça revient aux enjeux de Green Mission, quoi, en fait, sur ces thématiques-là qui nous concernent tous et qu'on essaye d'embarquer du mieux possible. À notre échelle, évidemment, on sait que c'est un cumul de toutes ces échelles-là qui fera changer le monde, enfin qui assurera une transformation. Et donc, voilà, on essaye de faire du mieux possible, d'agir vite, mais sans être trop dans la précipitation, quoi. Il faut que ça ait du sens et que ça soit fait comme il faut. Et bien sûr, la socio-éco-conception de nos produits, on y croit beaucoup, parce que c'est un levier à tous les niveaux et ça touche tous les métiers en transversal groupe. Et ça touche les consommateurs, donc c'est là que ça se passe, qu'on peut passer les messages et échanger aussi avec toutes les parties prenantes. Je n'en ai pas parlé des parties prenantes, mais bien évidemment, on est en interaction permanente avec toutes les parties prenantes, que ce soit les patients, les consommateurs, les professionnels de santé, tout le territoire, les collaborateurs, nos fournisseurs. C'est des interactions permanentes et c'est vrai qu'on a un fort ancrage aussi territorial et qu'on co-construit avec eux notre modèle économique aussi. Ouais. Alors, merci beaucoup parce que vous me permettez de faire la transition avec la prochaine table ronde. Je vous remercie tous les deux vraiment pour vos partages d'expérience, parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup, Florence et André. Et donc, sans plus attendre, parce qu'on a... Oh, ça va, on a 2 minutes de retard. Donc, sans plus attendre, je vais appeler sur scène pour notre 2e table ronde consacrée aux écosystèmes, au partenariat et à l'ancrage territorial.